Merci d'être venus ce matin, si nombreux, répondant ainsi à l'invitation du président du conseil départemental du Val-de-Marne. Ce temps d'échange sera nourri, notamment parce que vous aurez la parole au cours de cette matinée de façon à pouvoir poser les questions que vous souhaitez poser au président, mais aussi à Josiane Martin, directrice générale des services du département. Monsieur le sénateur, monsieur le président du conseil départemental du Val-de-Marne, messieurs et mesdames les conseillers départementaux et vice-présidents du conseil départemental du Val-de-Marne, madame Josiane Martin, directrice générale des services, merci. Merci aux directeurs généraux adjoints. Merci à vous tous d'être aussi nombreux ce matin. Il y a un vent de réforme dans l'air. Ce projet de réforme territoriale n'est pas le premier. Nous souhaiterions avoir des réponses. Quel est l'avenir du département, sachant que ce projet de réforme menace les départements de Petite Couronne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, entraînant de fait, notamment pour le Val-de-Marne, une conséquence terrible, la suppression possible de services utiles pour l'ensemble des Val-de-Marnais. Nous aurons donc ce matin l'occasion d'échanger. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Frédéric Dabi de l'Institut IFOP qui a réalisé à la demande du département un sondage auprès des Val-de-Marnais qui a pour objet la connaissance des Val-de-Marnais et l'importance que le Val-de-Marne représente pour la population val-de-marnaise et leurs sentiments vis-à-vis de la métropole du Grand Paris. Nous aurons aussi la possibilité d'entendre une expression intersyndicale au cours de cet échange. Et bien sûr, tout de suite, je vous demande d'accueillir Christian Favier, président du conseil départemental du Val-de-Marne, et Josiane Martin, directrice générale des services. Le film que vous avez pu voir ou revoir, vous le connaissez forcément puisqu'il est disponible sur l'intranet. Il a posé le contexte, les compétences du département, mais aussi les compétences qu'il se donne. J'en veux pour preuve, et le film le rappelait, les 76 crèches départementales qui sont, si vous visionnez le département par rapport à la carte de France, l'un des plus petits départements, le Val-de-Marne, et pourtant plus de la moitié des crèches départementales sur tout l'Hexagone. C'est un choix. Il s'explique, c'est la volonté d'avoir des services publics de proximité utiles pour les Val-de-Marnais. Monsieur le Président, merci de nous avoir invités à cette réforme territoriale engagée. De quelles informations disposez-vous tout de suite ? D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci évidemment de votre présence extrêmement nombreuse parce qu'au-delà de ceux qui sont ici dans la salle, je sais qu'il y a beaucoup d'agents qui sont aussi dans les autres espaces de la MAC de Créteil qui nous accueillent. Et puis aussi remercier bien évidemment les élus du conseil départemental qui sont particulièrement nombreux aussi ce matin. Je crois que ça témoigne d'abord effectivement de la gravité de la situation auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Et je sais aussi que de très nombreux agents n'ont pas pu venir aujourd'hui puisque nous n'avons pas souhaité évidemment interrompre le service public lui-même, donc la continuité du service public, et donc des agents qui, je pense, auraient souhaité pouvoir être là, évidemment, ne le peuvent pas, mais auront en tout cas un compte-rendu aussi détaillé de cette matinée. Alors après échange avec les élus et aussi avec les représentants syndicaux, j'ai souhaité aussi pouvoir vous informer dans cette configuration un peu inhabituelle, parce que c'est pas facile évidemment de réunir autant de personnes en même temps, pour essayer de faire un point aussi précis possible que sur cette réforme territoriale et sur ce qui se joue. Et vous l'avez rappelé, c'est pas la première fois que nous sommes confrontés effectivement à des réformes. On en a eu plusieurs, notamment dans la toute dernière période, qui ont pu concerner, par exemple, la loi NOTRe sur la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivité. Il y a eu aussi une loi sur la redéfinition et le redécoupage des régions, avec des immenses régions qui ont été créées. Il y en a eu une également sur le statut de Paris. Donc il y a beaucoup de réformes qui ont été organisées, notamment une également qui a institué les métropoles.
Il faut savoir que maintenant cette mode des métropoles tend effectivement à s'étendre, puisque à partir du 1er janvier prochain, on aura sur le territoire national 22 métropoles. On en a une qui est un peu particulière, qui est la métropole du Grand Paris, hein, compte tenu de sa taille et de son importance, et celle-là, évidemment, de celle-là dont on voudrait parler ce matin. Et donc, où en sommes-nous? Alors, d'abord, rappeler effectivement qu'au moment de la campagne des élections présidentielles, le président de la République, qui était à l'époque candidat, avait annoncé donc son intention d'aller à une réforme territoriale qui pourrait aboutir à la suppression de 25% des départements au plan national, et en particulier sont visés tous les départements qui sont concernés par le périmètre d'une métropole. Donc, j'évoquais qu'il y en a 22 aujourd'hui en préparation, soit déjà constitués, soit en cours de préparation. On voit effectivement que dans tous ces territoires-là, les départements seraient menacés, à l'exemple de ce qui s'est déjà fait, parce qu'il y a eu un premier exemple, effectivement, dans la région lyonnaise, où la métropole du Grand Lyon s'est substituée complètement au département du Rhône. Sur le périmètre donc, de la métropole du Grand Lyon, il n'y a plus aujourd'hui de conseil départemental du Rhône. Le conseil départemental n'agit que sur la partie extérieure, effectivement, de ce département. Et donc c'est cet exemple-là qui sert aujourd'hui un peu de modèle dans les réflexions conduites par le gouvernement. Et puis, il y a eu, de manière plus récente, donc le 17 juillet, donc après l'élection présidentielle et après les élections législatives, il y a eu donc une déclaration importante du président de la République dans le cadre de ce qu'on appelle une conférence territoriale, une conférence des territoires, dans lequel le président de la République a annoncé une volonté de s'attaquer en priorité justement à cette métropole du Grand Paris, dont il considère qu'elle est aujourd'hui trop complexe, trop lourde, difficilement compréhensible. Et le scénario actuellement à l'étude, le plus sérieusement à l'étude par le gouvernement, c'est effectivement l'idée de renforcer la métropole du Grand Paris, qui aujourd'hui donc a un périmètre donc limité à Paris et les 3 départements de la Petite Couronne, et donc métropole qui a été créée il y a maintenant un peu moins de 2 ans, puisqu'elle a été mise en place à partir du 1er janvier 2016. Aujourd'hui, depuis la mise en place de cette métropole, c'est vrai que cette métropole a pour l'instant des pouvoirs relativement limités. Et donc, la proposition aujourd'hui étudiée par le gouvernement, ça serait de renforcer ses pouvoirs par un transfert complet, quasiment complet, de toutes les compétences, mais aussi de tous les moyens exercés par les 3 départements de la Petite Couronne à cette fameuse donc nouvelle institution métropolitaine, au prétexte qu'il faudrait aujourd'hui, dans le cadre de la concurrence des métropoles au plan mondial, avoir une métropole plus attractive, plus dynamique, etc. Alors, la question qui est posée, d'abord, peut-être rappeler aussi quand même que cette métropole, aujourd'hui, son statut, c'est une intercommunalité. Alors, un peu particulière, parce que c'est une intercommunalité qui regroupe toutes les communes, sans exception, donc des 3 départements de Petite Couronne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, plus quelques communes de l'Essonne et je crois également une commune du Val d'Oise. Mais cette métropole, évidemment, elle a aussi cette particularité d'avoir une organisation, compte tenu de sa taille et du nombre d'habitants, d'être redécoupée en 11 territoires, plus Paris. Paris étant un territoire donc à lui tout seul. Et de notre département, donc du Val-de-Marne, est concerné par 3 territoires de cette métropole. Alors, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que cette disparition des 3 départements de la Petite Couronne, on le voit, conduirait donc à une concentration maximum des pouvoirs et à une forme, je dirais, de recentralisation. C'est-à-dire le mouvement tout à fait inverse de celui que nous avons connu depuis plus de 30 ans, donc décentralisation qui avait été créée au début des années 80 et qui ont d'ailleurs donné donc des pouvoirs importants à la fois aux départements mais aussi aux communes à l'époque,
et qui ont eu d'ailleurs des résultats extrêmement positifs. Cette décentralisation a eu un résultat extrêmement positif. Je donnerai un seul exemple que vous connaissez bien, c'est celui des collèges, où avant 82, les collèges étaient gérés par l'État, et le transfert au département a conduit, je dirais d'ailleurs tous les départements, à faire des efforts considérables pour permettre une remise à niveau de ces collèges, des reconstructions nombreuses. Et le Val-de-Marne en est d'ailleurs, je crois, un bon exemple de ce point de vue-là, puisqu'on a dû reconstruire depuis 82 au moins une trentaine d'établissements, et puis on en a rénové beaucoup, et on continue chaque année d'investir beaucoup. Il faut savoir que le département, par exemple, investit dans les collèges 10 fois plus, je dis bien 10 fois plus, que ce que l'État investissait lorsqu'il était en responsabilité sur cette question. Donc, et on n'est pas un cas à part. Je veux dire, les autres départements ont aussi fait des efforts de cette importance-là. Donc, voilà. Donc, la grande question aujourd'hui, on pourrait donner aussi bien d'autres exemples, notamment en matière sociale, où la décentralisation a amené évidemment beaucoup plus de proximité avec les habitants et donc a apporté aussi des améliorations. Et aujourd'hui, la crainte que nous pouvons avoir, c'est que cette recentralisation, évidemment, conduise à un mouvement inverse. Pour le coup, est-ce qu'on pourrait se dire que ce sont des raisons financières, que ce sont des raisons de simplification? En même temps, on a le sentiment que c'est loin d'être une simplification, puisqu'il y a des strates qui s'empilent. Comment peut-on expliquer les raisons d'une telle réforme? Alors d'abord, effectivement, les raisons de cette réforme, elles ne sont pas recherchées uniquement que dans des considérations, je dirais, nationales. Bon, c'est évidemment une réforme qui sera conduite par le gouvernement de notre pays, mais il faut voir que ce mouvement obéit aussi, je dirais, à un certain nombre de recommandations, pour ne pas dire d'injonctions, de l'Union européenne en matière d'organisation territoriale, et notamment avec une volonté à la fois, c'est ce qui a conduit à la mise en place de ces très grandes régions, par exemple, la modification de la carte des régions, mais aussi à une volonté de réduire d'abord ce qu'on appelle le déficit public de l'État et de ramener ce déficit public à moins de 3% du PIB du pays. Et ça, c'est évidemment une donnée, c'est un cadre qui a été fixé effectivement par l'Union européenne, qui est extrêmement contraignant. Et cette réforme s'inscrit aussi dans ce cadre-là parce que à travers, évidemment, cette recentralisation et cette réduction des services, c'est le moyen, bien évidemment, de réduire la sphère publique, en quelque sorte, et d'une certaine manière, d'ouvrir aussi tout ce qui est aujourd'hui fait dans le cadre de cette sphère publique, non plus, effectivement, dans une logique aujourd'hui de réponse aux besoins de la population, mais aussi dans une logique beaucoup plus lucrative, en ouvrant, évidemment, à des marchés et à la concurrence, toutes les activités qui sont un très grand nombre d'activités, en tout cas qui sont aujourd'hui exercées dans le service public et qui demain pourraient l'être dans un cadre différent, dans un cadre privé. Donc il faut avoir à l'esprit qu'il y a évidemment ce fond-là, derrière aussi ces réformes, et donc c'est aussi évidemment quelque chose qui évidemment nous soucie, parce que le choix que nous avons fait dans ce département n'est pas celui-là. Nous avons considéré qu'exercer des responsabilités, c'était d'abord, quand on a une collectivité, essayer de répondre au mieux aux besoins de la population. Et quel qu'en soit le coût, d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour nous, par exemple, lorsqu'on prend l'exemple encore des collèges, on a encore des collèges à structure métallique ou autres, la question, c'est pas de savoir si ce serait plus rentable que ça soit réalisé par le privé ou pas. La question pour nous, c'est de faire en sorte que pour les besoins de la population, il faut en finir effectivement, par exemple, avec ces constructions métalliques. Il faut d'abord répondre à ces besoins-là. Et ça, effectivement, c'est un coût. C'est un coût réel, mais c'est ça aussi le service public, c'est-à-dire aussi être en capacité, avec les moyens qui sont les nôtres, de pouvoir répondre aux besoins de la population. Et c'est ce qui nous a conduit aussi parfois à aller au-delà de nos compétences. Je parlais des collèges, mais par exemple, on l'évoquait dans le petit film, il y a une particularité dans ce département
qui est le fait qu'on a des élus qui, depuis très très longtemps, ont souhaité mieux répondre aussi aux besoins en matière d'accueil de la petite enfance, de la population du Val-de-Marne. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette particularité. Peut-être pour certains, c'est même une incongruité en quelque sorte, parce que 76 crèches de services publics départementales, en gestion directe départementale, c'est presque le quart du personnel départemental qui travaille dans ces structures. Mais c'est un choix effectivement volontaire qui a été fait, que nous ne regrettons pas, bien au contraire. Et au contraire, même aujourd'hui, nous avons pris l'engagement d'aller plus loin de ce point de vue. Donc ça, c'est un choix de service public pour permettre bien de travailler aussi à corriger à tout ce qui on peut être considéré comme étant aussi des inégalités à la fois sociales et territoriales, et faciliter donc l'accueil des familles, et notamment les plus modestes, pour permettre par exemple un mode d'accueil, pas de garde, parce que je vais me faire, on va me le reprocher, un mode d'accueil de bonne qualité donc dans ces structures. En vous écoutant, Monsieur le Président, j'ai reçu quelques petits papiers comme ça que vous avez pu remplir à l'accueil et qui relaient aussi certaines des questions que vous auriez pu poser sur l'intranet. Ça, ce sont des sources intéressantes qui nous donneront prétexte en fait à aborder les sujets que vous souhaitez aborder. Et il y aura plusieurs micros tout à l'heure qui circuleront au sein de la salle pour que aussi vous puissiez prendre la parole. Tout de suite, je vais accueillir Frédéric Dabi de l'Institut IFOP qui va nous présenter les résultats du sondage destiné à comprendre, bonjour, vous avez un micro qui vous est dédié, destiné à comprendre la perception des Val-de-Marnais, de leur département et de la métropole du Grand Paris. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre accueil. Effectivement, je vais vous présenter les principaux enseignements de cette enquête exclusive de l'IFOP relatif au regard des Val-de-Marnais sur le département et sur la métropole du Grand Paris. Le Président l'a bien dit, ce sondage s'inscrit dans un contexte spécifique, celui du développement de la métropole du Grand Paris, avec comme une des pistes envisagées par Emmanuel Macron la suppression des départements de la Petite Couronne, du 92, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et le transfert de leurs compétences à la métropole. Dans ce cadre-là, cette enquête avait pour objectif de déterminer d'abord les perceptions des Val-de-Marnais à l'égard de ces projets de réorganisation territoriale, et surtout il s'agissait de mesurer les anticipations perçues par les habitants dans l'hypothèse d'une disparition du département en termes, on l'a vu dans le film, de politique publique comme de vie quotidienne. Ces objectifs, vous les reconnaissez, ce sont les mêmes qui nous avaient réunis il y a 3 ans dans une enquête similaire de l'IFOP pour le conseil départemental, après l'annonce à l'époque par le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, dans son discours de politique générale, de la suppression des départements de l'Hexagone à l'horizon 2021. Un point de méthodologie, c'est la même méthodologie que l'enquête précédente, à savoir un échantillon vaste de 804 personnes habitant le Val-de-Marne, une sorte de mini Val-de-Marne qui a été constituée d'après la méthode des quotas en termes de sexe, d'âge, de profession. Après une stratification par arrondissement et par commune, nous sommes allés dans tous les pans territoriaux de votre département. Alors d'abord une partie introductive portant à la fois sur l'attachement des habitants à l'égard de leur département et sur leur souhait de réorganisation territoriale. Et d'abord une question introductive sur... Oui, ça marche. Sur les thèmes prioritaires pour les Val-de-Marnais, est-ce que ces thèmes suivants sont vus comme prioritaires, importants ou secondaires? Sans surprise, un peu comme pour l'ensemble des Français, les attentes des Val-de-Marnais se focalisent sur les thématiques économiques et sociales, la réforme de la politique du logement, la réforme du code du travail, jugée prioritaire par un habitant sur 2, la réforme de la fiscalité. Dans un second temps, émerge moins fortement tout ce qui concerne la moralisation de la vie politique, la relance du projet européen, des dimensions plus lointaines, et surtout, le fait majeur par rapport à ce qui nous intéresse ce matin, on voit que la réforme de l'organisation territoriale n'apparaît que marginalement. Ce n'est clairement pas une préoccupation majeure pour les habitants du Val-de-Marne. 19% seulement jugent cette réforme tout à fait prioritaire, et presque un habitant sur 2, près de 44% considèrent que ce thème est secondaire dans leur priorité. Deuxième élément de contexte, avec une question qu'on avait déjà posée il y a 3 ans sur l'attachement au département du Val-de-Marne. Et là, force est de constater que le lien entre les habitants du Val-de-Marne et leur institution départementale, ce n'est pas courant par rapport à d'autres enquêtes que l'IFOP mène dans d'autres départements. Ce lien demeure toujours aussi fort. 78% des personnes interrogées se disent attachées à leur département. 35% se disent même
très attachées, et la part de personnes se considérant pas attachées ou pas du tout attachées, 9%, est tout à fait marginale. Par rapport à ce que nous mesurions en 2014, nous sommes sur un chiffre équivalent, mais le fait majeur, c'est que la part des personnes très attachées a gagné 10 points, est passé de 25 à 35%. On voit que ce lien entre les habitants et le département s'est renforcé. Troisième élément de contexte. Ça marche. Hop. Ça permet de susciter l'attention. Est-ce qu'on est dans le contexte qu'a expliqué le président Christian Favier, est-ce qu'on est favorable d'une manière générale à la suppression d'un échelon territorial? Et vous le voyez, une majorité très nette d'habitants interrogés, là on parle pas du Val-de-Marne, on parle dans l'absolu, une majorité très nette se dit défavorable à la suppression d'un échelon territorial. Un gros tiers se dit plutôt favorable. Et sur ces questions, on observe un triple clivage. D'abord un clivage générationnel. Ce sont les plus jeunes qui sont les moins favorables à une disparition d'un échelon territorial. Ce sont également les plus jeunes par rapport aux personnes âgées de plus de 65 ans. Ce sont également les catégories populaires et les classes moyennes qui sont les plus attachées au maintien des échelons territoriaux. Et puis, parce que tout est politique, malgré ce que l'on dit, il y a un clivage politique fort, puisque seuls 22% des sympathisants de gauche se disent favorables à la suppression d'un échelon territorial, contre 55% de sympathisants d'En Marche et 54% de sympathisants des Républicains. Il y a de ce point de vue-là une césure entre la gauche d'un côté, En Marche et la droite de l'autre. Alors dans ce contexte, on va venir à notre principal sujet, le cœur de notre étude. Que pensent les habitants de ce projet de supprimer le département du Val-de-Marne et le transfert, ça a été bien dit, de ses compétences à la métropole du Grand Paris? Sans surprise, vous le voyez, ce projet ne rencontre qu'un écho très marginal dans la population du Val-de-Marne, à peine un quart de personnes favorables, alors que 75%, là on n'est pas sur une logique électorale, un second tour qui se joue à quelques voix, 3/4 des personnes interrogées se disent opposées à cette suppression. Et le chiffre peut-être le plus fort, c'est les 44% qui se disent très opposés, qui sont dans un refus catégorique. Et quand on regarde les catégories de population que nous avons interrogées, le rejet le plus intense émane des plus jeunes, des classes moyennes et des catégories populaires. Chez les ouvriers, c'est 85%. Et puis, chez les sympathisants de gauche, on monte à 87%, 94% d'opposition chez les sympathisants du Parti communiste français. Et même à droite, chez les sympathisants des Républicains qui vivent dans le Val-de-Marne, 71% se disent opposés. C'est par rapport à ce que nous mesurions il y a 3 ans, l'opposition à la disparition du Val-de-Marne s'est même renforcée. Il y avait 65% d'opposés quand nous nous étions vus en 2014 ici. Ils sont maintenant 75%. On est sur une tendance extrêmement nette. Et qu'est-ce qui explique cette tendance ? C'est l'anticipation des conséquences pour les habitants en cas de suppression du département des Val-de-Marne. Ils n'ont pas vu le film qu'on vient de voir, mais je pense qu'ils l'ont en tête, puisque le rejet de la suppression du département du Val-de-Marne tire sa source d'une certitude exprimée par les personnes interrogées, à savoir que cette disparition aura un impact sur leur vie quotidienne. 3/4 des personnes interrogées, 75%, considèrent que cette disparition, cette suppression du département serait une mauvaise chose pour elles personnellement. Et là, vous le voyez, c'est 10 points de plus également par rapport à ce que l'on mesurait en 2014 dans une enquête analogue faite avec le même protocole méthodologique. Quand on passe du personnel, vous personnellement, à l'ensemble des habitants du Val-de-Marne, on est exactement sur la même tendance, 76%, c'était 75%, on passe à 76%, un chiffre quasi identique, estime que cette suppression sera une mauvaise chose pour l'ensemble des Val-de-Marnais, et là aussi, une progression assez nette par rapport à ce que nous mesurions, ce que nous observions en 2014. Et là, c'est assez intéressant, on ne voit pas de décalage dans les anticipations des personnes interrogées entre l'ensemble des habitants et leur propre situation personnelle. J'ai envie de dire qu'émerge une sorte de bloc du refus face à la suppression du département du Val-de-Marne. Alors maintenant, quand on s'intéresse aux politiques publiques, au-delà du principe de la suppression du département, qu'est-ce que les personnes anticipent comme impact si le département est supprimé et si différentes politiques originales mises en place? On a donné l'exemple du remboursement à 50% de la carte imaginaire pour les jeunes, la carte améthyste, les parcs départementaux, la mise à disposition d'un ordinateur pour tous les collégiens. Et là, vous le voyez, les résultats attestent que de l'attachement
de ses habitants à ces politiques spécifiques, 87% considèrent que dans ce cadre-là, la suppression de ces initiatives du département serait une mauvaise chose pour eux personnellement. C'était 79% en 2014. Le chiffre le plus fort, c'est des 59%, une majorité absolue qui considère que c'est une très mauvaise chose. Et c'est la même logique que celle dont on vient de voir précédemment, en passant du jugement individuel à la projection collective. C'est ce que c'est suppression de ces politiques publiques, de ces initiatives du département serait une bonne chose. On a une tendance quasi identique et extrêmement lourde. 90% des personnes interrogées voient dans la suppression de ces initiatives menées à l'échelle du département une mauvaise chose pour les habitants, avec un score de très mauvais qui atteint 62%. Et tout cela donne le sentiment, crée la perception d'une menace sur ces politiques menées par le département. Et cette menace est réelle et massivement éprouvée par les personnes interrogées. Clairement, les gens font une sorte d'équation, suppression du département, quand bien même il y aura un transfert des compétences. C'est une menace pour les politiques menées actuellement par le conseil départemental. Menace évaluée à 80%, avec un score de certainement qui atteint 40%. Seul un habitant sur 5 tente à minimiser la réalité de cette menace, plutôt les personnes les plus âgées et plutôt les sympathisants, mais ils ne sont que 29% de La République En Marche. Alors pour finir la présentation de cette enquête, je sais qu'on m'a laissé peu de temps, les conséquences concrètes sur la suppression du Val-de-Marne. D'abord, les habitants anticipent ou pronostiquent une distance. À 62%, cela éloignerait les citoyens des lieux de décision. Il n'était que 52, 10 points de moins en 2014. Et puis il y a le sentiment pour une majorité, pour une personne sur deux, que ça aura une influence négative sur leur vie quotidienne. Et là, c'est en rupture avec ce que l'IFOP mesure pour d'autres conseils départementaux, où il y a le sentiment que ce qui se passe à l'échelle du conseil départemental n'impacte pas ma vie quotidienne. Ce n'est pas le cas aussi. Et puis, c'était un des leviers gouvernementaux en 2014 et un petit peu en 2017. Est-ce que cette suppression permettrait de faire des économies importantes? Et vous le voyez, ce levier en termes d'économie ne convainc que 36% des personnes interrogées. Et c'était même beaucoup plus en 2014. 46% étaient convaincus. On voit que ce n'est pas un levier qui, je dirais, convainc les habitants d'une légitimité associée à la fin des départements de la Petite Couronne et du Val-de-Marne en particulier. Alors bien sûr, dans toutes ces politiques publiques, il y a concrètement le sentiment qu'il y aura un impact négatif sur la qualité des services publics. On l'a vu dans d'autres enquêtes de l'IFOP pour le département, à quel point il y a un attachement ici, on l'avait vu lors des journées, lors des états généraux de la solidarité, il y a cet attachement spécifique des Val-de-Marnais à leurs services publics. Alors, bien sûr, il y a un pronostic majoritaire en termes de dégradation si le conseil départemental venait à être supprimé. Ce pronostic n'était que de 46% en 2014, je l'ai dit plusieurs fois, mais il y a un vrai renforcement des perceptions et un renforcement du front du refus. Et bien sûr, il y a, et c'était la question finale et un peu conclusive, est-ce qu'on souhaite être consulté par référendum sur la suppression du département du Val-de-Marne? Les Val-de-Marnais veulent peser sur leur destin, ou plus prosaïquement, avoir le mot à dire s'agissant du devenir de leur département. Ils sont 71% à souhaiter être consultés par voie référendaire si la question de la suppression du département du Val-de-Marne se posait. 1 sur 2 le souhaite même tout à fait. Donc on voit à travers cette étude que les grands leviers observés en 2014 se sont renforcés. L'attachement au département du Val-de-Marne, un lien très fort que je n'observe pas dans beaucoup de départements, un refus extrêmement fort, vous avez vu les chiffres, 3/4 de la suppression du département du Val-de-Marne, encore plus fort qu'en 2014, et tout simplement parce qu'il y a cette idée que cette suppression, quand bien même transfert de compétences il y aurait un effet dévastateur et délétère sur la vie quotidienne et sur les politiques publiques menées à l'échelle du département. Et ce qui frappe, c'est que ce bloc du refus, avec des clivages générationnels, socioprofessionnels, politiques extrêmement faibles. Je vous remercie. Merci à vous.
Avec une précision, ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon représentatif des Val-de-Marnais de 18 ans et plus, début octobre, et on peut évidemment fort bien comparer ce que Frédéric Dabi a fait, parce qu'en 2014, un sondage équivalent avait eu lieu, il y a fait référence, et c'était exactement sur un même échantillon et sur une même période. Tout de suite, quel est le témoignage des agents départementaux? Ils ont des choses à dire, on regarde tout de suite ceci en vidéo grâce à la Web TV départementale. Des reportages assez fascinants, vous en conviendrez, et je pense que chacun d'entre vous se reconnaît dans ces missions départementales. Plus de 200 métiers, il a fallu en choisir quelques-uns, mais la résonance est là. J'adore la conclusion de notre collègue de la DSEA. Si ça ne s'est pas vu, le boulot a été fait, mais si ça ne s'est pas vu, c'est que c'était bien fait. Et ça, c'est assez extraordinaire. On est tous animés justement de ce sentiment des services publics. Monsieur le Président, quelles conséquences pour les Val-de-Marnais? On a entendu, vu avec le sondage IFOP notamment que les Val-de-Marnais étaient attachés à leur département, un point de plus qu'en 2014, mais qu'en même temps, ils étaient 90% à apprécier et à craindre d'ailleurs la suppression des services publics départementaux. Pour le coup, quelles conséquences peut-on envisager? Il y a plusieurs conséquences effectivement qui peuvent être envisagées de cette suppression, et donc d'ailleurs ça a été parfaitement relevé dans l'enquête d'opinion qui a été menée par l'IFOP. La première des conséquences, c'est la crainte de la suppression justement de toutes ces politiques spécifiques que nous menons dans le département et qu'on ne retrouve pas forcément, qu'on ne retrouve plus dans les départements voisins. Parce qu'il faut bien voir que la construction de la métropole se fait dans une logique aussi de réduction de la dépense publique, de restriction des moyens, y compris d'ailleurs de réduction du nombre de personnel. On est quand même dans un plan où le président de la République a quand même annoncé la suppression de 70 000 postes dans la fonction publique territoriale. Donc forcément, ça aura quand même des conséquences quelque part. Et donc, on voit bien que la facilité, ça sera évidemment de toucher justement à ces actions particulières que le département a décidé de mener, mais qui ne relèvent pas forcément de compétences complètement obligatoires. Alors, donc, c'est bien pointé, par exemple, dans le sondage sur, je pense notamment évidemment au remboursement à 50% de la carte imaginaire pour tous les jeunes, cette carte, c'est pas uniquement pour les collégiens, mais c'est aussi un remboursement pour les lycéens comme pour les étudiants. Donc, évidemment, ça touche énormément de monde, 70 000 jeunes. Mais c'est vrai aussi de la remise des ordinateurs portables donc à tous les élèves entrant en 6e, puisque cette politique-là n'est pas non plus menée partout, dans tous les départements de la même manière. C'est vrai aussi, par exemple, la campagne est actuellement ouverte sur le chèque de solidarité que nous versons aux familles les plus modestes au moment des fêtes de fin d'année. Et on me disait juste à l'instant, d'ailleurs, que le nombre de demandes cette année augmente de manière absolument considérable, ce qui est aussi quand même un signe des difficultés rencontrées par les familles les plus modestes. On voit bien qu'effectivement, ce type d'action-là peut très facilement, évidemment, être supprimé en cas de suppression du département et de fusion au niveau de la métropole. Autre conséquence, ça a bien été aussi indiqué, c'est le risque d'éloignement, évidemment, de cette institution vis-à-vis des citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est assez simple pour un habitant du Val-de-Marne de pouvoir interpeller ces élus départementaux, les services départementaux, parce que nos services, ils sont répartis sur 300 sites dans le département. Donc on travaille dans une vraie proximité. Demain, si tout cela n'existe plus de cette manière-là, est organisé à un échelon central, une métropole donc de près de 7 millions d'habitants, on voit bien qu'on va créer une distance qui rendra beaucoup plus difficile cette interpellation. Par exemple, dans un collège, quand quelque chose ne va pas, le conseiller départemental qui siège au conseil d'administration, il est immédiatement interpellé, soit par les parents d'élèves, soit par les enseignants. Et donc, il fait remonter aussi, en général, évidemment, ces remarques, et on essaye d'apporter une réponse, si possible, de manière réactive. Demain, vous imaginez, si tous les collèges devaient être gérés à l'échelon de la métropole, évidemment, on n'aura pas du tout cette proximité. Autre conséquence, évidemment, qu'il ne faut pas négliger, c'est que cette réforme, elle vise à faire des économies, mais dans les faits,
et c'est quand même une inquiétude, c'est que la mise en place et la transformation de ces services et ces bouleversements, ça coûtera très cher. Parce qu'on va se trouver dans une situation de désorganisation durable qui durera des mois, voire des années, avant de retrouver la stabilité nécessaire pour répondre aux besoins de la population. Et ça, c'est un élément important qui n'a pas été vraiment chiffré, mais il y avait une étude qui avait été faite en 2014, notamment par un cabinet financier spécialisé sur les collectivités, qui avait fait la démonstration que la suppression des départements, qui avait été envisagée dans la loi NOTRe, au plan national, n'amènerait aucune économie, et voire même aurait un coût supplémentaire, au moins pendant toute une période, pendant plusieurs années, avant de trouver effectivement éventuellement des économies à plus long terme. Un simple exemple d'ailleurs pour illustrer ça, que chacun comprendra bien ici, prenons l'exemple de l'aide sociale à l'enfance. L'organisation de l'aide sociale à l'enfance est une compétence majeure du département, qui est organisée à cette échelle-là. Et dans le travail, il y a une relation tout à fait particulière entre nos services et le tribunal de Créteil. Imaginons que demain, ce département disparaisse. Qui sera l'interlocuteur du tribunal de Créteil pour traiter de ces questions-là? Est-ce que ça sera les territoires, c'est-à-dire au lieu d'un interlocuteur, d'en avoir 3? Est-ce que ce seront les communes? Dans le Val-de-Marne, 47 communes. On voit mal le tribunal est en relation et que chaque commune ait des services spécialisés pour répondre à une question comme celle-là. Donc on voit la complexité du sujet. Et cette organisation, elle fonctionne, et elle fonctionne d'ailleurs dans les 3 départements de Petite-Couronne. Puisque la Seine-Saint-Denis fonctionne avec le tribunal de Bobigny et les Hauts-de-Seine avec le tribunal de Nanterre. Donc toute cette organisation-là, elle risque demain d'être remise en cause, et donc il faudra, je dis, des années avant de pouvoir retrouver un équilibre et une réponse aussi adaptée à la population. Je me permets, Monsieur le Président, oui. Mais ça fait écho, ce que vous dites, à une question qui a été posée par un agent départemental sur la confidentialité par rapport au transfert. La question est celle-ci: comment sera gérée la préservation de la confidentialité des décisions individuelles de l'action sociale ou d'aide sociale à l'enfance? On voit bien que... Alors, ça fait partie effectivement des sujets, sachant qu'en même temps, il y a quand même des règles en la matière. Hein, et donc, on peut imaginer malgré tout que dans des réorganisations futures, on peut espérer quand même que ces règles de confidentialité pourraient être maintenues. Mais bon, là, ça fait partie, en tout cas, je comprends qu'évidemment, des agents puissent s'interroger. Autre conséquence importante, qu'on ne mesure pas bien encore aujourd'hui, c'est le recul des investissements sur le territoire. Aujourd'hui, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, c'est 1 milliard d'investissements tous les ans en construction de routes, de collèges, d'investissements dans les équipements publics divers. Avant que la métropole retrouve ce niveau d'investissement, là aussi, il faudra des années. Ça veut dire que toute une série de projets vont s'arrêter, vont être en panne. Il faudra un temps fou. Or, on est dans une période où, au contraire, notre pays, aujourd'hui, exprime une certaine fierté d'avoir, par exemple, obtenu l'organisation des Jeux Olympiques en 2024. Mais il faut quand même, évidemment, faire en sorte d'être prêt aussi à cette échéance-là pour accueillir dans des conditions satisfaisantes une manifestation de cette importance. Est-ce que c'est le moment aujourd'hui où il y a des échéances comme celle-là de désorganiser complètement les services? Imaginons la Seine-Saint-Denis qui est très directement concernée par les Jeux Olympiques. Vous imaginez si le département de la Seine-Saint-Denis disparaît, qui va s'occuper de tout ce que fait ce département, par exemple, dans la préparation de cet événement? Oui, on voit aussi des conséquences comme ça, et cette baisse d'investissement, elle aura des conséquences directes aussi sur les entreprises, parce que bien évidemment, les entreprises, petites et moyennes entreprises, notamment du Val-de-Marne, travaillent beaucoup aussi avec le département, et elles s'inquiètent aujourd'hui aussi de ce risque de baisse des investissements. Et puis, dernière peut-être conséquence importante, à mes yeux, c'est aussi le recul démocratique aussi, parce que aujourd'hui, un département, c'est une assemblée élue. C'est des 50 conseillers et conseillères départementaux qui sont élus par la population et qui prennent des décisions et qui ensuite les mettent en œuvre. Supprimer effectivement cet échelon-là, c'est évidemment la volonté exprimée par certains de supprimer le nombre d'assemblées élues, de réduire le nombre d'élus. Mais là aussi, je veux dire que de ce point de vue, ça pose un vrai problème démocratique, c'est qui prendra les décisions demain et quelle légitimité pour ces instances-là de pouvoir parler aussi au nom de la population pour mettre en œuvre des politiques pour lesquelles certains d'ailleurs ne sont pas élus. Je rappelle qu'aujourd'hui, les représentants
à la métropole ne sont pas élus au suffrage universel direct, c'est un suffrage à 2 degrés. Ils sont élus par les conseils municipaux pour siéger à la métropole. Donc voilà un peu, quelques remarques sur les conséquences, et puis on l'abordera très certainement aussi avec Josiane Martin. C'est des conséquences aussi concrètes pour les agents départementaux, mais peut-être qu'on va y revenir. D'ailleurs, c'est énormément de questions relatives justement au statut des agents, à leur devenir, aussi bien quand on est titulaire que contractuel, que en voie de stagiairisation. Madame la directrice générale des services, justement, les conséquences pour les agents, ils attendent, ils écoutent. Bien d'abord, bonjour à toutes celles et tous ceux que je n'ai pas vus, c'est-à-dire la majorité. Merci de cette question, parce que bien entendu, c'est une question que très légitimement beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous se posent, même si en apparence, on pourrait se dire, après tout, on est protégé par le statut et demain on changera d'employeur, mais finalement ça ne va pas changer grand-chose pour nous. Dans la réalité, les choses sont malheureusement beaucoup plus complexes. Certains de ceux qui portent la réforme affirment que ce n'est pas un problème, si bien sûr c'est un problème avec beaucoup d'interrogations. La première des choses, c'est l'incertitude et les délais. À partir du moment où on rentrerait dans un tel bouleversement institutionnel, on serait dans une situation de reconstruction d'une administration qui serait complètement désorganisée au départ, avec beaucoup d'interrogations sur la mise en place de ce qui serait fait, des politiques qui seraient choisies et des organisations qui seraient choisies. Même dans un contexte de non-réduction de la dépense publique, ces réorganisations sont toujours très longues. J'en veux pour preuve la loi NOTRe, donc, qui a été mise en œuvre depuis 2 ans et qui a créé les établissements publics territoriaux. Donc ces grands territoires, il y en a 3 donc, dans le Val-de-Marne. Ces établissements publics territoriaux doivent se voir transférer certaines des compétences des communes. Aujourd'hui, 2 ans après, ce n'est toujours pas, pour un certain nombre d'entre elles, pour la majorité d'entre elles, ce n'est toujours pas stabilisé. C'est-à-dire que les personnels des communes qui sont concernés par ces transferts de compétences ne voient toujours pas leur situation stabilisée. Et ça, c'est du concret, c'est des choses qui sont aujourd'hui en route. Donc, incertitude, interrogation et probablement des coûts importants et des grosses incertitudes sur quelles seraient les missions demain. Alors, évidemment, dans les questions qui sont posées, la première et sans doute la plus importante est celle de l'emploi public. Mon emploi sera-t-il préservé ? Je crois qu'il faut, sans vouloir être alarmiste, pousser chacun à se poser des questions et à réfléchir. Parce que de toute évidence, un certain nombre de fonctions, un certain nombre de directions, enfin de fonctions exercées dans les directions actuellement, seraient réinterrogées. D'abord, prenons, je dirais, le groupe des directions dites ressources, les directions fonctionnelles, qui existent pour faire fonctionner la collectivité. Je pense à la direction des ressources humaines, à la direction des finances et des marchés, à la direction de la logistique et bien d'autres. Bien entendu, demain, dans une métropole intégrée, il existerait toujours des fonctions de gestion RH, d'élaboration, de gestion financière et de fonctions logistiques. Mais dans quel périmètre ? Aujourd'hui, on ne le sait pas, et le président, dans ce qu'il a expliqué, montre qu'on peut craindre de toute évidence une réduction de ces fonctions. Mais de manière certaine, les réorganisations qui se feraient, elles ne se feraient pas par l'addition des fonctions qui existent aujourd'hui dans les 3 départements, des agents qui travaillent sur ces fonctions-là. Je précise, aujourd'hui, la métropole du Grand Paris telle qu'elle existe, elle comprend une centaine d'agents, principalement dans l'ingénierie, principalement d'ailleurs des agents de catégorie A. Demain, la métropole, elle aurait à intégrer 20 000 agents, qui sont aujourd'hui les agents des 3 départements concernés. Donc, vous voyez la complexité du chose. Donc, premièrement, les directions ressources. Deuxièmement, le président l'a évoqué, toutes les politiques publiques qu'aujourd'hui le département exerce à l'issue de décennies de construction de politiques publiques, toutes ces politiques publiques, on a parlé des crèches, des espaces verts et de bien d'autres, qui sont donc mises en œuvre par des agents départementaux. Si elles ne sont pas reprises, ce qui est probable, ou si elles sont reprises à minima,
évidemment, auront des conséquences directes sur l'emploi des agents concernés. Dernière chose, pour ce qui concerne les compétences, je dirais les compétences obligatoires, les compétences qui, de toute évidence, devraient continuer à se mener. Je pense dans le champ social, on a parlé de la protection de l'enfance, on a parlé de la gestion des collèges, etc. Bien sûr que tout cela continuera. Mais dans quelles conditions et dans quel périmètre? Il y a plein de façons d'exercer une compétence obligatoire. Il y a par exemple la délégation de services publics. Prenons la restauration des collèges. Sur les 3 départements de la Petite Couronne qui sont concernés, il y en a un qui a délégué donc à des services privés la restauration des collèges. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on est dans un champ de compétences obligatoire qu'obligatoirement notre emploi il est garanti. Tout cela, alors on serait dans un contexte de volonté de développer le service public, d'innover. On pourrait se dire qu'il va y avoir des problèmes de délai, des problèmes d'instabilité, etc., etc. Mais on pourrait peut-être espérer demain des jours rayonnants. Mais nous sommes dans un contexte où le président de la République a clairement affiché sa volonté de réduire de manière drastique la dépense publique, et pour ce qui concerne les collectivités, moins 13 milliards en 5 ans, et de réduire de manière drastique, le président l'a dit, le nombre de postes de fonctionnaires. Voilà, donc, alors le statut, bien sûr, le statut, il protège, mais d'abord, il protège uniquement les agents titulaires. Il n'a aucun effet de protection pour les contractuels, qui seraient évidemment les premiers, je dirais, les premiers remis en cause, et même pour les agents stagiaires. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, d'abord, un statut, c'est pas immuable. D'ailleurs, depuis l'actuel statut de la fonction publique de 1984, il y a déjà eu quelques coups de canif, hein, on va le dire comme ça. Et donc, les choses ne sont pas immuables. Et même aujourd'hui, le statut prévoit la possibilité de supprimer un emploi, avec l'obligation de repositionner les agents, puis de les mettre au centre de gestion, puis etc., etc. Et in fine, la possibilité, au bout de 3 propositions faites à un agent, mais 3 propositions ne correspondant pas forcément à ses fonctions, mais à son grade, 3 propositions, la possibilité de le licencier, c'est-à-dire de le radier des fonctionnaires. Donc, vous voyez, on n'est pas dans une situation sécurisée. Deuxième chose, autre chose, les conditions de travail. Le président a parlé de l'éloignement des centres de décision. Je crois qu'il faut aussi en mesurer les conséquences pour ce qui concerne la gestion du personnel. Certes, il y aurait probablement, on imagine, des déconcentrations au niveau, par exemple, des établissements publics territoriaux, s'ils existent encore, mais qui ne seraient que des délégations de la métropole, c'est-à-dire ce n'est pas eux qui décideraient des orientations. Donc ça veut dire que les lieux de décision des politiques ressources humaines, elles seraient à la métropole, et donc très éloignées de l'exercice de leurs fonctions par les agents, qui auraient évidemment beaucoup plus de difficultés à peser, à donner leur avis, si tant est qu'on leur demande, pour l'organisation du travail. Et puis, il y a la question du périmètre géographique. Être fonctionnaire dans la métropole, ça veut dire pouvoir être affecté, même si on est Val-de-Marnais, au nord de la Seine-Saint-Denis, à l'ouest des Hauts-de-Seine, etc., avec des allongements des temps de transport qui, évidemment, n'entrent pas forcément en ligne de compte. Donc, oui, il y a incertitude. Dernière chose, côté rémunération. Vous savez que la rémunération, elle est faite de plusieurs éléments. Alors, bien sûr, le traitement indiciaire de base ne serait pas remis en cause, mais dans les éléments de rémunération, vous avez à la fois des rémunérations qui tiennent aux missions exercées, je pense par exemple, ou au lieu d'exercice de ces missions, je pense par exemple à la NBI, mais on a toute une série de primes qui participent au régime indemnitaire, qui lui est le choix de la collectivité. Et bon, on peut toujours penser que c'est jamais assez, mais franchement, quand on regarde, quand on compare les différentes collectivités, le département du Val-de-Marne est plutôt dans le haut du panier en ce qui concerne le régime indemnitaire. Donc on imagine que forcément il y aurait harmonisation, et on imagine que cette harmonisation, elle n'irait pas vers le haut. Voilà, donc, et je ne parle pas des formations qui sont ici, qui vont bien au-delà des obligations légales, des possibilités d'être accompagné dans ces mobilités, des avantages sociaux divers et des congés, puisque aujourd'hui, nous sommes
nous bénéficions de 10 jours de congé de plus que l'exige la loi. Donc, quid de ces congés? Oui, et donc ça fait beaucoup d'éléments d'incertitude. Encore une fois, je ne veux pas être alarmiste, et chacun, bien sûr, a le droit d'avoir l'opinion qu'il souhaite avoir, mais j'invite vraiment à réfléchir sur tous ces aspects-là. Et pour vous dire, oui, on a quand même raison d'être inquiet. Alors, je voudrais finir quand même sur une note positive. Le sondage a montré, je crois que la satisfaction vis-à-vis du service public départemental, bien sûr, nous, l'administration, on en détient une partie, il faut quand même, sans prétention, le reconnaître. Et c'est vrai que, globalement, moi je suis dans pas mal de réunions qui vont au-delà du Val-de-Marne ou dans des collectivités au sein du Val-de-Marne, l'administration départementale est globalement reconnue pour la qualité de son engagement et de ses compétences. Et ça, c'est un atout, évidemment, pour l'avenir. Mais j'aurais tendance à penser que ce n'est quand même pas une garantie suffisante et que, par contre, c'est un atout aussi pour peser, tant qu'il en est encore possible, sur les décisions qui auront lieu et pour continuer, bien entendu, à faire la démonstration de l'utilité du service public départemental. La parole va être à la salle. Plusieurs micros vont circuler. Vous allez pouvoir vous faire connaître en levant la main pour que nos hôtesses du service relations puissent vous repérer. Auparavant, une intervention souhaitée par l'intersyndicale, représentative des organisations syndicales et des représentants du personnel qui siègent dans les différentes instances. Colline Barrois pour. Merci. Oui, merci. Tout d'abord, merci, Monsieur le Président, de nous accorder cette intervention et surtout la liberté de parole qui va avec. Les organisations syndicales, CGT, UGICT, FSU, CFDT et FO, partagent les craintes liées au projet de métropole de Grand Paris qui s'annonce dans les prochaines semaines. Avec cette méga structure au périmètre encore incertain, une chose est sûre, c'est qu'on éloignera encore plus les citoyens des lieux de décision politique au prétexte de rendre plus efficace et moins coûteuse l'action publique locale. L'objectif du gouvernement est de poursuivre la diminution de la dépense publique, entraînant fatalement une disparition des services publics. Sous couvert de compétition internationale et de simplification administrative, est à nouveau question de limiter les coûts et non de répondre aux besoins de la population. Avec une métropole aux seules ambitions économiques, que pourront devenir les 76 crèches gérées actuellement par le conseil départemental ou les 54 crèches gérées par la Seine-Saint-Denis? La restauration scolaire dans les collèges, vraie manne financière pour le privé. Qui assurera l'entretien et l'animation des parcs départementaux, la culture et les nombreux festivals? Avec ce projet lié à la volonté de supprimer 70 000 fonctionnaires territoriaux, que deviendrons-nous? Que deviendront nos missions? Quelles seront nos conditions de travail? Quant au processus de concertation, circuler, il n'y a rien à voir. Aucune consultation des citoyens, des forces vives, des agents et des usagers. Nos organisations syndicales revendiquent d'obtenir un bilan des premières étapes de la mise en place des établissements publics territoriaux, au nombre de 3 dans le département, et de partir de l'analyse des besoins sociaux pour déterminer l'avenir des services publics et des agents. À aucun moment, l'impact de la réforme territoriale, suite aux lois NOTRe et MAPTAM, n'a fait l'objet d'une évaluation. Mais, mesdames et messieurs les élus, comment prétendre sauvegarder les crèches quand on a recours au privé et que le personnel semble être la variable d'ajustement? Comment prétendre défendre les collèges quand on constate les conditions de travail dégradées? Comment prétendre défendre l'enfance en danger quand on voit l'état de souffrance au travail des collègues dans les foyers? Comment prétendre l'utilité du département quand il est décidé de supprimer des services emblématiques et stratégiques tels que le service des grands projets? Comment prétendre défendre le service public en mettant en place une politique de remplacement au compte-gouttes des postes vacants dans l'ensemble des directions au sein de la collectivité? Comment espérer, quand les conditions de travail des agents se dégradent continuellement, précarisation des emplois, non-renouvellement des contrats des agents contractuels, sous-traitance et externalisation? Comment adhérer à une refondation de l'action départementale que chacun pourrait comprendre, voire y participer,
quand il existe des injustices et des méthodes de management inacceptables dans une collectivité aux valeurs humaines. Depuis trop longtemps, l'exercice de nos missions se dégrade. Demander de faire toujours plus avec moins de moyens, des charges de travail accrues, est devenu le lot quotidien des nombreux agents. Encore une fois, nos inquiétudes ne font que s'accroître à l'annonce des économies budgétaires que vous demandez aux directions, soit 100 millions en moins pour l'année 2018. Là encore, le choix de faire des économies nous questionne. Vous l'aurez compris, les batailles sont multiples. Nos organisations n'acceptent pas de se soumettre au projet technocratique de la métropole du Grand Paris sans rien faire. Une rencontre entre Macron et les présidents des conseils départementaux de la Petite Couronne, 92, 93, 94, devait avoir lieu le 5 décembre. Celle-ci a été annulée par lui-même. La prochaine date importante où l'avenir de notre collectivité sera mis sur la table sera le 14 décembre. Alors, nous lançons donc à tous les agents l'appel du 21 novembre 2017. Faisons du 14 décembre une journée d'action, de revendication, de proposition en Val-de-Marne. Chacun d'entre nous porte une responsabilité individuelle pour renforcer les mobilisations et défendre notre service public. Deux micros circulent, n'hésitez pas à vous signaler. Bien sûr, la parole est à vous maintenant. Nous essaierons de mailler les questions en direct que vous allez poser avec celles que vous avez pu poser à l'entrée tout à l'heure grâce à ces petits bulletins que vous pouviez remplir et les questions que vous avez aussi posées sur l'intranet et que nous avons compilées. Vous levez la main, nos hôtesses du service relations au public circulent. Première question, et juste pour cadrer un petit peu le timing qui nous est accordé, puisque nous serons ensemble jusqu'à midi et un tout petit peu plus, pas plus, je vous propose que chaque question soit extrêmement courte, de façon à ce que vous puissiez assez rapidement avoir les réponses que vous souhaitez, et nous prendrons, ça sera le jeu, 2 à 3 questions d'affilée. Merci. Première question. Alors, je ne sais pas si c'est une question, Jean-Marc de Vauchel, donc je suis aide-soignant au CHU Henri Mondor, militant syndicaliste, et juste dire que le département, pour nous, a une grande importance. En 2011, on était menacé de fermeture de la chirurgie cardiaque, et on a pu compter sur tous votre soutien, et je tiens encore une fois, toujours, et dès que j'ai l'occasion, de vous remercier. Aujourd'hui, le département, même si ce n'est pas de sa prérogative, a une vision d'ensemble des services publics, qui soient d'État, territoriaux, certes, et aussi hospitaliers. Et je tenais à remercier encore une fois le département de sa vigilance. Et aujourd'hui, nous allons de nouveau le solliciter, parce qu'à l'hôpital Henri Mondor, on menace de fermer sa chirurgie cardiaque et sa greffe hépatique. Et c'est hyper dangereux pour l'ensemble des citoyens du département et au-delà de notre département. Donc voilà, c'était surtout un témoignage et je tenais encore une fois, au nom de la terre syndicale de l'hôpital Henri Mondor et de la coordination de vigilance des hôpitaux Chenevier d'Henri Mondor, de tous vous remercier de votre soutien lors de ce mouvement. Quand je disais question, ça peut être en effet, merci de me le rappeler comme cela, ça peut être aussi évidemment un témoignage. Question ou témoignage ? Les micros circulent. Bonjour à tous, Frédéric Thérèse, je travaille au parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne. Nous sommes un parc interdépartemental et nous, on ne sait vraiment pas à quelle sauce on va être mangé. Parce qu'on est géré par un coup la mairie de Paris et un coup le département. Et c'est vraiment tendu chez nous. Les agents, ils savent vraiment pas comment ça va se terminer, puisque nous, on avons un statut très spécial. C'est que nous sommes ni sous couverture du CG, du conseil départemental, ni sous couverture de la mairie de Paris. Nous sommes payés par le parc et les indemnités, comme j'ai entendu parler par la dame tout à l'heure, excusez-moi, je ne me rappelle plus de votre prénom, nous, c'est que la NBI et ça s'arrête là, et notre truc indiciaire, et voilà, 1 200 € par mois, et tais-toi, tu rentres à la maison. Voilà.
Une autre question ou un autre témoignage? Bonjour mesdames, bonjour monsieur le président. Avant tout, je voulais vous remercier de nous permettre de bénéficier de cet échange et surtout de pouvoir prendre la parole. Je me présente, je suis Élodie, auxiliaire volante, donc au conseil départemental. Ma question concernait les 500 places en crèche à venir. Je voulais savoir, malgré donc les incertitudes départementales, quel était l'objectif de ces créations? Était-ce une forme de résistance à l'égard des projets demandés par le président de la République? Et avec les restrictions budgétaires demandées du coup et les restrictions de service, comment allez-vous pouvoir assurer la continuité de service dans un état de bienveillance? Et voilà. Et peut-être, puisque vous jouez le jeu et que vous posez des questions très courtes, allons-nous en prendre une quatrième et ensuite, Monsieur le Président et Madame la Directrice Générale des Services vous donneront les raisons, ou du moins les réponses qui s'imposent. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Julien Léger. J'étais à la direction de la logistique au service des moyens généraux. Maintenant, j'ai pris une responsabilité syndicale. Voilà. Donc, je suis très inquiet de ce qui se passe dans notre département. Je pense qu'on est nombreux à être ici parce qu'on est inquiet, parce qu'on a pris conscience qu'il allait falloir qu'on se bouge tous ensemble. Et en fait, la première question que j'ai envie de poser, et j'ai envie de la poser aux élus qui sont là, mais j'ai envie de la poser à tout le monde, c'est déjà, est-ce qu'on pense qu'on peut gagner et comment on pense qu'on va gagner? Parce que moi, c'est un petit peu pour ça que je suis là. Je ne veux pas participer à l'enterrement en première classe du département. Le film était très bien, mais pour moi, ce n'est pas le passé, ça, c'est l'avenir. Et donc, du coup, ce que je voudrais qu'on réfléchisse tous, c'est comment on va gagner. Macron, il est majoritaire dans l'opinion, minoritaire dans l'opinion, ça a été dit, ça a été démontré par le sondage, mais c'est lui qui a le pouvoir. Donc, comment on va faire pour faire qu'on constitue un bloc uni, les agents, les syndiqués ou non, les élus, la population? C'est vraiment la question que j'aimerais qu'on passe notre temps à se poser en ce moment, plutôt que nos éventuels témoignages qui sont très intéressants, bien entendu, parce qu'ils permettent la prise de conscience. Nous avons fait 2 propositions ces dernières semaines et j'aimerais que nous puissions en débattre ensemble. La première, ce serait, puisque Macron, c'est le champion de la démocratie, vous savez, celui qui veut redonner des référendums dans les entreprises, j'ai envie de lui dire, et j'ai envie de vous dire avec vous, chiche, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un grand référendum dans la population et peut-être au moins au niveau du conseil départemental, puisque c'est le cœur des ordonnances Macron, c'est les référendums d'entreprise. Vous l'avez vu comme moi. Eh ben nous, on est une collectivité, 8500 agents, j'ai envie de leur demander leur avis, qu'ils puissent voter et qu'on envoie ça tous ensemble au président de la République pour lui dire ce que la démocratie locale a dit. Pour la deuxième proposition, c'était ce qu'on avait écrit modestement dans notre lettre ouverte, je me permets de la remettre sur le cœur de la table. Des collectivités en ce moment choisissent de résister. Elles choisissent, comme à Ivry, comme à Montreuil, comme ailleurs, de fermer leurs services partout en France. Est-ce qu'à un moment donné, dans notre paysage commun de lutte, là, pour empêcher que le département ferme, est-ce que c'est quelque chose, un scénario qui est étudié, possible? En tout cas, la CGT a fait cette proposition, et moi je la défends. Je pense que ça aurait un impact fort de fermer les services pour montrer à la population, pas contre elle, mais avec elle, que si demain il n'y a plus de département, il n'y a plus tous ces services utiles aux gens. Et ça serait un drame. Et il y a comme ça qu'ils le comprendraient. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je précise, chers collègues, que votre expression fait écho à une question qui a été posée sur l'intranet par un collègue de la DTVD. Est-ce que la campagne d'information et la pétition pour défendre le département sont des mesures adaptées et suffisantes? Monsieur le Président. Oui, d'abord, je voudrais revenir aussi sur quelques interventions avant d'aborder les propositions qui viennent d'être formulées. Jean-Marc de Vauchel a indiqué effectivement le soutien apporté par le département et par les élus du département
à la lutte des salariés donc, de l'hôpital Henri Mondor, mais pas seulement d'ailleurs des salariés, aussi, je dirais aussi tous ceux qui ont, tous les usagers aussi qui ont besoin de cet hôpital au moment où avait été menacé, où la chirurgie cardiaque avait été menacée de fermeture. C'est important de souligner ça parce que ça montre que le département, au-delà des compétences qui sont les siennes pour répondre, rendre des services à la population, c'est aussi une collectivité, une institution. Quand je parlais de la démocratie, c'est très important parce que c'est aussi une assemblée élue et c'est aussi une assemblée qui intervient sur le territoire du département pour faire en sorte que à la fois les services départementaux soient rendus, mais aussi veille à ce que d'autres services le soient également. Et pour nous, par exemple, les questions de santé sont évidemment une question primordiale. Et la place de l'hôpital public dans un département comme le Val-de-Marne, c'est une place tout à fait considérable, tout à fait essentielle. Et c'est la raison pour laquelle les élus, effectivement, du département se sont fortement impliqués à l'époque en soutien à cette lutte. Et aujourd'hui, puisque de nouveau est remis en cause cette chirurgie cardiaque et d'autres services très importants de l'hôpital Henri Mondor, eh bien, je crois qu'il faut le dire, on va le réaffirmer, nous apporterons évidemment notre soutien, nous apportons et nous apporterons notre soutien donc aux salariés, aux organisations syndicales de l'hôpital Henri Mondor, et nous prendrons aussi les dispositions nécessaires pour faire entendre aussi cette protestation à qui de droit. Donc ça c'est très important. Je le dis parce que nous sommes aussi engagés sur d'autres services publics dans le département qui sont menacés. On parle aujourd'hui de l'avenir du département, mais pensons à la Poste, par exemple, hein, où régulièrement les bureaux de poste sont menacés de fermeture un peu partout dans les quartiers. Là aussi, le département en tant que collectivité se mobilise sur une question comme celle-là. Donc ça aussi, c'est un intérêt d'avoir aussi des instances d'élus dans la proximité. Demain, si il n'y a plus ce niveau de collectivité, qui prendra le relais pour aussi porter la bataille avec les organisations syndicales, avec les salariés, dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle activité publique. Donc c'est aussi une des raisons importantes de garder, d'avoir aussi des instances élues à l'échelle du département. Concernant le parc interdépartemental du Tremblay, et on a effectivement une situation analogue bien évidemment sur le deuxième parc, celui de Choisy, c'est une particularité. C'est vrai que nous sommes là dans une forme de coopération interdépartementale. C'est pas le seul domaine, on n'en parle pas souvent, mais ça existe. Dans l'assainissement, nous avons aussi un syndicat interdépartemental de l'assainissement qui s'appelle le SIAP. Là, pour ces deux grands espaces, c'est vrai que nous sommes ces deux espaces qui sont co-gérés à la fois donc par la ville de Paris et par le département, avec une présidence qui alterne donc tous les 3 ans, donc et donc c'est un statut particulier. Pour l'instant, il y a un conseil d'administration, en tout cas quand même, qui préside à ce parc, et dans ce conseil d'administration, il y a évidemment des élus départementaux qui veillent à faire en sorte aussi que les conditions à la fois d'accueil des usagers dans le parc, mais aussi les moyens nécessaires à son fonctionnement soient au rendez-vous. Et donc on travaille, alors évidemment c'est forcément plus compliqué que si on était tout seul, il faut évidemment discuter chaque année avec aussi nos collègues de la ville de Paris pour savoir quels seront les investissements nécessaires pour le parc, mais c'est vrai que c'est un statut particulier. Alors, quid dans le cadre de la réforme? Là, effectivement, c'est un sujet. Si ces parcs sont demain ne relèvent plus de cette organisation qui a ses insuffisances, mais si demain ça relève de la métropole, est-ce qu'on sera forcément dans une situation plus favorable pour les personnels qui travaillent dans ces parcs? J'en suis pas sûr. Je pense que l'éloignement sera encore plus fort et qu'on aura encore, je crois, peut-être encore plus de difficultés pour les agents qui travaillent donc dans ces deux parcs départementaux à se faire entendre. Donc je crois qu'il faut évidemment, pour nous, entendre les remarques qui sont formulées sur le statut, les conditions de travail aujourd'hui des agents, de voir comment, avec nos collègues de la ville de Paris, on peut aussi apporter des réponses sur un certain nombre de points, dans les limites et les contraintes qui sont aussi imposées aussi aux collectivités locales, et malheureusement, vous savez, elles sont particulièrement fortes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit renoncer aussi à apporter ces améliorations. Pour nous, ces parcs apportent des services absolument indispensables à la vie quotidienne aussi de dizaines de milliers d'habitants de notre département et aussi évidemment de la ville de Paris. Et donc on en a absolument besoin. Et c'est une manière aussi de préserver
aussi ces espaces-là de la spéculation immobilière ou foncière. La pression est forte. Le fait que ça soit géré publiquement, je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi une garantie par rapport à la préservation de ces espaces. On m'a interrogé aussi sur la question des places en crèche. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, en quelque sorte, si j'ai bien compris, à vouloir aujourd'hui créer des places nouvelles de crèche, alors qu'on nous parle de disparition du département? Alors d'abord, pour dire une chose très claire, c'est que en 2015, lorsqu'il y a eu le renouvellement du conseil départemental, l'un des constats que nous avions fait, c'est que malgré une politique très volontariste du département en matière d'amélioration des modes d'accueil de la petite enfance, avec les 76 crèches, nous sommes et nous continuons d'être dans le département du Val-de-Marne dans une situation très difficile pour un nombre considérable de familles. Et que les efforts conjoints des communes, des associations et du département, aujourd'hui, sont très loin de couvrir les besoins. Et donc, nous avons dit, effectivement, eh bien, nous prenons l'engagement d'aller plus loin et d'augmenter le nombre de places gérées directement par le département. Nous avions déjà fait des efforts en accompagnant les communes par des plans crèches pour permettre aux communes de créer des places supplémentaires. Mais là, nous avons pris cet engagement de créer 500 places nouvelles. Et dès le mois de décembre, là donc dans quelques jours, le département aura donc en séance à se prononcer justement sur la répartition de ces 500 places à l'échelle du département. Alors certes, on le fait dans un contexte très compliqué, à la fois lié à la menace évidemment sur le département, mais surtout d'abord aujourd'hui lié aux contraintes financières qui pèsent sur notre collectivité, comme elles pèsent d'ailleurs aussi sur les communes. Et c'est vrai que la baisse des dotations que nous avons déjà subie pendant les 5 dernières années, la baisse de la dotation globale de fonctionnement, ça a été une baisse de 27 millions d'euros par an qui se sont cumulés chaque année et auxquels il a fallu faire face parce que nous avons l'obligation d'équilibrer notre budget. Et là, aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y aura pas de baisse en 2018 de la dotation globale de fonctionnement, mais il faudra mettre en application le plan de réduction de 13 milliards de la dépense publique. Donc en gros, c'est un peu la même chose, sauf qu'au lieu de nous l'imposer, il va falloir que nous fassions nous-mêmes le choix, et si nous ne le faisons pas, comme les choses vont être encadrées, c'est le préfet du département qui contrôlera que nous mettons bien en application cette réduction de la dépense publique. Alors voilà, c'est les contraintes dans lesquelles nous sommes. Pour autant, est-ce qu'il faut renoncer ? Nous ne pensons pas. L'avis de la majorité des élus de ce département, c'est de dire, malgré ces difficultés-là, il faut que nous puissions continuer d'avancer et d'apporter aussi quelques améliorations. Et le choix que nous avons fait, nous n'avons pas fait 50 propositions, nous n'en avons fait que 2 en 2015. C'est les 500 places, effectivement, de crèches que nous voulons créer nouvelles sur la durée du mandat. Et c'est la mise en place, l'extension, je dirais, de la carte améthyste aux retraités imposables dans des conditions différentes que pour les non imposables, puisque ça sera 50% du pass Navigo, et cette mesure sera mise en place au 1er janvier 2018. Ça a été un long travail, une longue bataille que nous avons menée, il faut bien le dire, avec le conseil régional qui a l'autorité en matière de transport, l'organisation des transports aujourd'hui, mais nous avons abouti à ce résultat, et donc dès le 1er janvier 2018, non seulement nous réduisons pas, et c'est la petite nuance que j'ai avec la déclaration qui a pu être faite, nous ne réduisons pas les services rendus à la population ou le service public, mais nous allons vers une extension. Sur les 500 places de crèches que nous allons créer, ce n'est pas des crèches privées, ce n'est pas des crèches déléguées au privé, c'est des crèches publiques départementales gérées en service public. Ça veut dire plus d'agents publics. Vous voyez, donc on est complètement effectivement dans une démarche inverse à la tendance aujourd'hui actuelle qu'on voudrait nous imposer. Tout ça, nous n'allons pas le faire tout seul. Et pour ça, nous avons effectivement besoin à la fois de l'appui de la population et de l'appui aussi, je dirais, pour une part aussi des personnels départementaux, mais je sais que c'est des objectifs qui sont partagés par un grand nombre d'entre vous. J'en profite, Monsieur le Président, pour vous signaler que vous venez de répondre à une question posée sur Intranet. Comment le département peut continuer à faire ses projets ?
Alors, vous y avez répondu. Oui, et notamment, c'est par des choix effectivement budgétaires qui sont extrêmement contraints. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons aujourd'hui au plan départemental, nous avons effectivement essayé d'apporter des améliorations aussi dans la gestion pour dégager aussi des marges de manœuvre qui nous permettent justement d'améliorer ce service public rendu à la population et d'apporter aussi des réponses nouvelles. Et ça ne se fait pas facilement, simplement. On a tout à fait conscience de ce que ça veut dire aussi pour les agents, de devoir aussi régulièrement être obligé de revoir des organisations de travail, s'adapter à des évolutions pour permettre justement de continuer d'avancer dans le sens du service public. Et je voudrais, dernier point, répondre aussi sur les remarques et les propositions qui ont été faites concernant sur qu'est-ce qu'on peut faire dans une période comme celle-là pour avancer, au-delà effectivement des témoignages utiles et absolument nécessaires. D'abord, je pense que, bien évidemment, nous avons besoin de continuer cette campagne d'information et d'explication, y compris à l'intérieur du personnel départemental. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux. Je sais que beaucoup d'agents départementaux, même parmi ceux qui ne sont pas là, sont sensibilisés au sujet, mais il y a des interrogations. Donc, il faut continuer d'apporter des explications, des précisions sur ce qui est fait. C'est d'autant plus important, c'est qu'il n'y a aucune campagne publique d'information menée sur le sujet de la part de l'État. Personne ne nous parle de cette réforme territoriale. Pire, les rendez-vous qu'on a demandés nous sont refusés. J'avais rendez-vous, normalement, effectivement, le 5 décembre, avec le président des Hauts-de-Seine, le président de la Seine-Saint-Denis. On avait rendez-vous tous les trois avec le président de la République. Ce rendez-vous, effectivement, a été annulé. Il n'a pas été reporté. Il avait été reporté dans un premier temps et annulé aujourd'hui. Ça veut dire qu'à la date où nous sommes, nous n'avons aucune connaissance sur la date exacte à laquelle se tiendra la conférence territoriale qui traitera de la métropole du Grand Paris. Pour l'instant, ce que nous connaissons, c'est la date d'une conférence territoriale nationale, comme celle qui s'est tenue au mois de juillet, mais on ne sait pas, donc le 14 décembre, si la question de la métropole de Paris sera traitée ou pas. Pour autant, pour nous, c'est une date évidemment extrêmement importante, et donc effectivement, je pense qu'il y a besoin d'avoir une initiative forte, je vais y revenir. Il y a une proposition que vous avez faite qui me paraît tout à fait organisable, parce qu'il faut aussi voir quelles sont nos capacités d'organiser les choses. La consultation des personnels départementaux. Oui, un référendum d'entreprise, on peut l'organiser. Pour moi, voilà, et j'y suis favorable. On voit d'ailleurs que quand on interroge la population, on l'a fait par le biais d'un institut de sondage, mais je pense que c'est mieux si on peut faire un sondage, je dirais, en direct avec la totalité des agents départementaux. Oui, je pense que c'est bien que nous puissions prendre cet engagement d'organiser un référendum en direction de l'ensemble du personnel départemental pour savoir si, oui ou non, ils souhaitent le maintien ou pas du département et évidemment des politiques publiques qui l'accompagnent. Je crois que cet engagement-là, évidemment, nous pouvons absolument le prendre. Sur la seconde proposition qui a été faite, qui est un peu plus compliquée, qui serait d'organiser une opération un peu, ce qui se fait dans certaines villes, comme les opérations villes mortes que certaines villes organisent. Je pense que aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui doit être le plus utile pour créer justement, en quelque sorte, ce rapport de force dont nous avons besoin pour nous faire entendre et faire reculer aujourd'hui donc l'État sur cette volonté de disparition du département. Et je pense que cette date du 14 décembre est une date effectivement très importante, surtout si elle est amenée à traiter donc du maintien ou non des départements et de l'organisation de la métropole parisienne. Et donc la proposition que je pourrais vous faire, c'est que ce 14 décembre-là, nous puissions aller à une manifestation public sur le lieu où se tiendra cette conférence territoriale donc organisée, donc qui de principe devra être organisée à Paris. Et que nous pourrions d'ailleurs proposer aussi à nos collègues des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, évidemment, de partager et de s'associer à une manifestation comme celle-là.
Et si nous voulons la réussir, voilà, justement, je viens à la question. Si nous voulons réussir une manifestation comme celle-là, qui évidemment s'adresse à la fois aux personnels départementaux, mais je dirais aussi aux habitants du Val-de-Marne, il ne faut jamais dissocier les deux, il faudra effectivement créer les conditions pour que les personnels puissent y participer. Ça veut dire, sauf évidemment des situations de maintien de services publics absolument indispensables, je pense en matière de foyer de l'enfance par exemple. Ben oui, parce qu'on a des enfants qui nous sont confiés. C'est comme ça, et ça, je peux pas fermer un foyer. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Mais on peut créer les conditions pour faire en sorte que le maximum d'agents puissent participer à un rassemblement comme celui-là, ce qui veut dire y compris la fermeture de service. Et pour faire en sorte qu'une initiative de cette ampleur-là puisse être comprise aussi par la population, parce qu'on a besoin, non seulement comprise, mais y compris même soutenue par la population. Moi, je proposerais que, dans un délai peut-être d'une 8aine de jours précédant cette manifestation, nous puissions organiser une opération porte ouverte en direction des habitants du Val-de-Marne, de manière à ce qu'il puisse y avoir explication, échange direct entre les agents et les usagers, pour dire, voilà, pour montrer quelle est la réalité aujourd'hui de l'activité du département sous toutes ses facettes, et également donc informer et aussi favoriser la participation à une manifestation donc le 14 décembre. Voilà, donc c'est un peu une organisation à double détente, mais qui permet en amont aussi de préparer les choses avec la population, parce que nous avons besoin, si nous voulons vraiment obtenir des résultats, eh bien, nous avons besoin à la fois une très forte mobilisation des agents, mais aussi une mobilisation également des habitants du Val-de-Marne. Une autre série... Une autre série de questions, en vous rappelant que plus vos questions sont courtes et mieux l'ensemble d'entre les agents présents peuvent poser des questions. Donc merci de formuler des questions extrêmement brèves. Questions ou témoignages, tout de suite. Bon, bonjour Monsieur le Président. Denis Faro, du service animation des parcs. J'ai vraiment très aimé votre présentation, surtout le premier reportage où on voit toute l'action du département sur vraiment beaucoup de niveaux de la vie des citoyens. Et je tiens à rappeler que ce modèle, en fait, de politique s'appuie, et je tiens à remercier, sur un modèle communiste. Voilà, le département est communiste et tous ces choix se font parce qu'il y a derrière la volonté de la population d'avoir ce modèle-là. Et ensuite, je voulais justement, par rapport à ce modèle, je pense que chaque crise nous permet de nous repenser, permet nous de nous redéfinir sur notre action. On a besoin, parce que sinon, parfois, on ne se remet pas en cause s'il n'y a pas de crise. Et là, il y a une crise, parce qu'il y a beaucoup d'agents, et c'est vrai qu'il y a eu les syndicats qui sont intervenus sur les problèmes internes, où on commence en interne à avoir des crises. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes sur l'organisation en interne, sur un système pyramidal. Et ce système pyramidaliste, c'est l'autoritarisme, c'est un peu, voilà, vous faites ça, vous exécutez. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus sortir des modèles participatifs, d'intelligence collective, qui font que les organisations sont encore plus humaines et prennent en compte, je dirais, le plus grand nombre des agents et prennent l'intelligence collective. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps, nous aussi, dans cette réforme en interne, de sortir d'un modèle libéral, qui est le système pyramidaliste de commandement, par le haut, avec un modèle plus participatif? Une seconde question. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames. Madame Millerand, responsable technique, recrutement, mobilité, crèche. Donc effectivement, nous avons un projet 500 places en crèche. Monsieur le Président, je peux vous assurer que l'équipe qui est jointe à moi se voue à cet objectif. Par contre, je ne peux pas m'empêcher, effectivement, en écoutant ma collègue auxiliaire de puériculture volante, de pas compatir, mais également de m'associer à son souci. Effectivement, monsieur, nous allons monter cet objectif et le faire
dans le but de la réussite. Mais ça n'empêche pas, monsieur, que quand on recrute des agents en CDD, on a un peu une culpabilité de les mettre en précarité. Néanmoins, je peux vous assurer que l'ensemble de l'équipe recrutement, et je vais vous dire leur nom parce qu'elles ne veulent pas, donc Dalila Medouze, Manuela Trifot et également mademoiselle Flagel qui assure actuellement le service public dans notre service. Je peux vous assurer de notre dévouement, monsieur. Et je veux répondre à ma collègue, auxiliaire de puériculture volante, savoir qu'on s'associe, mais qu'il ne faut pas faiblir, qu'il faut continuer à se battre, parce que les crèches départementales sont une nécessité, une vérité, et que le département n'est pas mort. Donc je vous demande à tous de vous battre pour ce monsieur qui mène un combat depuis le début, et je pense qu'on peut le remercier fortement. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites. Finalement, c'est l'idée de la mobilisation. C'est une question aussi, Monsieur le Président, qui est récurrente dans les témoignages. C'est comment peut-on se mobiliser pour affronter à vos côtés cette échéance importante? Une autre question dans la salle. Il y a 2 micros qui circulent. Je vous remercie d'être un tout petit peu patient le temps que l'un des deux arrive. Bonjour, Isabelle Collet, service Action Loisirs. En fait, j'aurai 4 questions. Elles vont être très brèves, mais il y a 4 sujets différents. La première question, vous avez déjà répondu, Monsieur le Président, en grande partie, puisqu'il s'agit de cette date fameuse du 5 décembre. Monsieur Macron a annulé cette réunion des 3 présidents des 3 départements concernés. Pensez-vous qu'il s'agisse là vraiment d'une annulation pure et simple, ou est-ce que ce serait un stratagème de sa part, en attendant ce qui va se passer le 14 décembre? Ma deuxième question revient sur les paroles de Madame Martin de tout à l'heure et par rapport au film que nous avons vu. C'est un discours qui était quand même assez anxiogène, dans la mesure où il a été bien précisé que les stagiaires et les contractuels étaient quand même en position défavorable. Je rappelle aussi que nous avons un service de médecine préventive quand même très conséquent au niveau du département, avec une liaison directe avec le service mobilité. Ma question surtout est de penser et de savoir que vont devenir nos agents qui sont en phase et en processus de reclassement. La troisième question concerne également un peu plus le secteur dans lequel je travaille, puisque je représente le secteur logement. J'ai vu tout à l'heure dans le film que le département intervenait au moins à hauteur de 20 millions financièrement pour la réhabilitation ou l'amélioration des habitats. 20 millions pour moi, c'est beaucoup, puisque je travaillais avant l'ADEC et je sais que c'est à minima le coût d'une construction d'un collège. Pour ces relations, justement, et cette compétence qui est non obligatoire, il me semble bien, au niveau du logement pour le département, comment pourrions-nous travailler si nous allons à la grande métropole par rapport aux bailleurs sociaux avec lesquels nous travaillons régulièrement, avec lesquels des conventions de longue date ont été engagées, signées, et avec qui on a quand même des relations assez privilégiées quand on a des conflits ou des agents vraiment en grande difficulté pour lesquels on peut essayer d'intervenir un peu plus. La quatrième question, je sais qu'elle va faire sourire, je sais qu'elle sera peut-être utopique. Nous avons déjà eu une réunion avec Madame Kirouani, donc j'en ai déjà fait part. Moi, je me dis, voilà, nous sommes un certain nombre, certainement à 1 an, 2 ans, voire 3 ans de la retraite. C'est un coût qui sera certainement important, mais je pense, pourquoi est-il possible, serait-il possible, pourquoi pas serait-il envisageable, comme dans le privé, de mettre en place un processus de pré-retraite, puisque si éventuellement nous allons jusqu'à la grande métropole et que nous sommes absorbés, il va y avoir 20, 30, 50 agents derrière un poste.
Si nous, les anciens, on commence à pouvoir libérer certains postes, est-ce que ce serait une petite partie de solution pour les aider à retrouver quelque chose? Voilà. Encore une question. Allô? Une question et nous passons ensuite aux réponses de Monsieur le Président et Madame la Directrice Générale des Services. Oui, bonjour. Alors, ce n'est pas vraiment une question. J'avais des questions, mais comme il y a eu un certain nombre de réponses, voilà, je vais profiter du moment pour dire que, en effet, on est ici un certain nombre à être convaincus de la nécessité d'un service public de qualité et de proximité, qu'il y a toujours, comme en 2014, dans notre administration et ailleurs, dans les médias, même pas, mais dans notre administration, des gens qui continuent à dire « Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il met des sous là-dedans ?» C'est plié. Voilà. Donc, voilà, je vois ici qu'on est un certain nombre à penser que ça n'est pas plié, à avoir des idées et l'envie de se battre ensemble, parce que quand bien même on ne gagnerait pas surtout à avoir travaillé ensemble et à s'être battus ensemble, on aurait déjà tous un peu gagné quelque chose. Je vois que les propositions qui ont été faites par la CGT de peut-être une journée, voilà, vous proposez, Monsieur le Président, une journée porte ouverte pour préparer la mobilisation du 14. Je trouve que c'est une sacrée bonne idée et qu'il est temps en effet que des agents de catégorie C jusqu'aux élus, on soit ensemble dans une démarche de réflexion et d'action. Les cadres qui nous encadrent et qui font de la prospective, qui voilà, n'ont pas le monopole de l'intelligence. Je le dis avec tout le respect que je dois à l'intelligence de tout le monde. Il est temps d'entendre que dans les crèches, les auxiliaires de crèche qui font ce métier avec, par choix, par conviction, je ne suis pas auxiliaire de puériculture, hein, mais je travaille au centre de formation du conseil départemental et on en accueille de nombreuses en situation de reclassement professionnel, parce qu'après avoir travaillé 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une crèche, parfois il arrive qu'on soit cassé, et qu'on soit aussi déconnecté de la réalité, de la vie et des missions du département en dehors de la crèche, où c'est tellement prenant et tellement difficile, et où on est, semble-t-il, tellement peu associé aux prises de décision et à la compréhension des orientations portées par les élus, qu'en effet, quand ces dames arrivent avec, dans ce processus de reclassement et accompagnées en formation, elles sont non seulement... on a l'impression qu'on les sort de sous une cloche, où elles ont été pendant longtemps, mais elles ont envie d'être encore utiles, envie de travailler encore, elles sont courageuses, elles sont intelligentes. Un certain nombre trouvent ensuite des postes vacants dans des tas de missions différentes de la petite enfance et de leur mission d'auxiliaire de puériculture, et elles les assument. Le reclassement, finalement, est derrière elles au bout d'un moment, et bravo. Et bravo au département qui les accompagne. Mais voilà, je pense qu'il est temps de dire les choses proprement, tranquillement, mais assez clairement, et que les élus entendent ce que les agents de catégorie C, par exemple, ont besoin de dire. Je profite de votre témoignage et de votre question aussi pour signaler que sur Internet, 2 questions de collègues rejoignent un petit peu ce que vous dites, en particulier sur les différents épisodes précédents. Pourquoi se battre? Après tout, est-ce qu'on s'est déjà battu? Est-ce que ça vaut la peine? Puisque, voilà. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment un risque? On a l'impression que finalement, si les services étaient transférés, les missions étaient transférées, les choses pourraient couler de source. Monsieur le Président? Oui, d'abord, effectivement, on peut comprendre quand il y a une telle avalanche d'annonces qu'à un moment donné, il puisse y avoir des moments de découragement. C'est pas quelque chose, évidemment, d'anormal. Par contre, je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'on est dans un département où on n'a jamais cédé. Je le dis,
nous n'avons jamais accepté qu'on nous impose des choix qui étaient contraires à ce qu'était l'intérêt des populations. Et quant à ceux qui disent éventuellement aujourd'hui c'est plié, bien écoutez, je renverrai simplement à l'expérience qu'on a vécue il y a 3 ans, en 2014. En 2014, il y a eu une loi, on l'a évoqué, qui s'appelait la loi NOTRe, sur la nouvelle organisation territoriale de la République. C'était son titre. Et dans le préambule de cette loi, il était inscrit noir sur blanc, les départements sont supprimés. C'était ça. Le début de la loi, c'était ça. À la sortie de la loi, eh bien, les départements ont été maintenus. Donc, ce qui montre bien que même quand il y a une volonté, éventuellement même au plus haut niveau, de vouloir faire disparaître le département, les choses ne sont pas aussi simples. Et aujourd'hui, je voudrais quand même faire part sur ce plan, c'est qu'il y a une opposition unanime, je dis bien unanime, de tous les présidents de France des départements. C'est tenu un congrès il n'y a pas longtemps à Marseille, et où il y a une motion qui a été adoptée de soutien au maintien des départements, y compris en zone urbaine. Parce que ça, c'est une vraie question. Pendant un temps, il y avait un certain nombre d'élus qui s'étaient laissés séduire sur l'idée, après tout, est-ce que le département, c'est bien utile en zone urbaine? On comprend l'utilité en zone rurale, etc., mais en zone urbaine, entre la commune, la région, etc., aujourd'hui les métropoles, est-ce qu'il y a vraiment besoin du département? Eh bien, cette idée-là, elle a reculé chez les élus. Aujourd'hui, il y en a, je vous dis, unanimement, ils sont pour le maintien des départements, y compris en zone urbaine. Dans notre département, nous avons voté un texte à l'unanimité du conseil départemental. Je dis bien à l'unanimité. Ce qui peut être d'ailleurs assez surprenant, parce que vous savez bien que la composition du conseil départemental, elle est très diverse pour le maintien du département. Et surtout, ce qui choque, en l'occurrence, c'est aussi l'absence de concertation aujourd'hui. C'est-à-dire la contradiction entre le discours où on nous dit aujourd'hui on serait dans des temps nouveaux, en quelque sorte, que voilà, il faut se débarrasser de l'ancien, mais le résultat, c'est qu'on voit bien, c'est qu'on est en train d'aujourd'hui d'organiser éventuellement une modification, un bouleversement des institutions sans qu'il y ait de concertation, y compris avec les premiers intéressés, c'est-à-dire les assemblées donc, élus qui sont concernés, et encore moins encore avec la population. Donc moi je pense effectivement qu'aujourd'hui, rien n'est joué. Rien n'est joué, à tel point d'ailleurs que la seule rencontre que nous ayons pu avoir, c'est une rencontre avec le préfet de région, qui doit remettre un rapport avant la fin du mois au président de la République sur des hypothèses de travail concernant l'organisation donc de la métropole, et qu'il a ouvert l'idée éventuellement d'une deuxième hypothèse, c'est-à-dire qu'une métropole non plus uniquement centrée sur Paris et la petite couronne, une métropole plus large à l'échelle régionale, dans cette organisation-là, les départements pourraient être maintenus. Pourquoi il le fait? C'est parce qu'il a bien senti qu'il y avait une opposition très forte. Nous-mêmes, en Île-de-France, on a tenu une conférence de presse des 7 présidents de conseils départementaux, dont 5 de droite, un socialiste, un communiste. On a tenu une conférence de presse commune pour dire pourquoi il nous semblait utile et nécessaire de maintenir effectivement les départements dans l'organisation aujourd'hui donc de cette région. Alors ça a commencé à faire réfléchir certains, de se dire mais si réellement il y a un tel consensus en quelque sorte autour du besoin du maintien du département, ça a obligé effectivement, en tout cas aujourd'hui, le gouvernement à réfléchir éventuellement à d'autres hypothèses. C'est la raison pour laquelle je vous dis c'est très important, oui, cette date du 14 décembre, avec cette conférence territoriale, surtout si effectivement elle est consacrée à l'organisation donc de la métropole de Paris, eh bien nous pouvons encore, je dirais encore, agir, et c'est la raison pour laquelle il y a encore beaucoup de choses à faire de ce point de vue. Nous avons pris des initiatives. La carte T, aujourd'hui, elle a plus de 10 600, on a reçu plus de 10 600 retours de cette carte T, et encore, elle n'a pas été distribuée correctement, forcément, partout dans le département. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui vont continuer de se faire. Il y a des réunions publiques également. Donc voilà. Donc vraiment, je veux vraiment dire à ceux qui ont encore des doutes que non, il ne faut pas renoncer. C'est pas
Voilà, on est en capacité, je pense, aujourd'hui, de faire bouger encore les choses. Et même si le 14, le gouvernement décidait d'annoncer un projet de loi portant donc sur la suppression des départements, il y aura encore toute la bataille parlementaire, et elle est importante. Elle est importante. Et il ne faudra pas hésiter, moi je vous le dis très tranquillement, comme citoyen, à aller rencontrer vos parlementaires. Il y a des parlementaires, des gens qui ont été élus, des députés, des sénateurs qui ont été élus. Eux, à un moment donné, ils vont avoir la responsabilité de le dire, de voter. Ben, il faut les mettre en face de leurs responsabilités. Il faudra aller les voir et connaître leur opinion, savoir ce qu'ils en pensent. Donc, et il y aura évidemment, pendant toute cette période-là, le moyen encore d'agir et de se mobiliser. Donc jusqu'au bout, de toute façon, nous allons agir parce que nous savons l'importance des services que nous rendons à la population. Vous l'avez dit, vous le vivez au quotidien. Vous voyez bien, et on a ce retour de la population. Le sondage qui a été donné, il ne tombe pas de rien. Hein, c'est parce que, même si toutes les compétences ne sont pas forcément connues de la part des départements, un certain nombre le sont suffisamment pour marquer l'attachement que les Val-de-Marnais ont aux politiques publiques qui sont menées ici. Et donc ça, pour nous, c'est un point d'appui formidable, mais il faut faire en sorte, évidemment, qu'ils puissent s'exprimer publiquement, fortement, dans le débat en cours, et c'est à ces conditions-là, effectivement, que nous pourrons gagner. Alors, je partage tout à fait ce qui a été dit sur le fait que dans ce travail aussi, y compris en interne, l'intelligence, elle est partout, elle est à tous les niveaux. Il n'y a pas des savants, en quelque sorte, des sachants chez nous, et puis des exécutants. Hein, et si c'est encore vécu encore aujourd'hui comme ça, en tout cas, je crois qu'il faut effectivement travailler à faire en sorte que, quelle que soit la place que l'on occupe dans le travail, dans les services départementaux, on puisse effectivement être entendu, être consulté, pouvoir partager aussi des décisions. Ça veut dire aussi un travail plus transversal. C'est une vraie difficulté parce que c'est vrai qu'on a une organisation qui reste encore verticale, par service, etc. Mais il y a beaucoup de choses, si on veut les réussir, on est obligé de les mener ensemble. Et c'est vrai pour les élus d'ailleurs. Et les élus de plus en plus sont amenés aussi sur des tas de sujets à travailler ensemble et à faire des propositions en commun. Et bien tout ça, il faut que ça irrigue aussi le fonctionnement de notre administration. Et moi, je suis effectivement que notre intelligence, c'est véritablement une intelligence collective. Et enfin, pour la personne qui indiquait, qui me parlait au début, je crois, d'un modèle communiste. Alors, je ne veux pas évacuer la question, mais je le dis très tranquillement, pour moi, il n'y a pas de modèle, d'abord. Et deuxièmement, on est ici dans un travail collectif. C'est-à-dire que, bien évidemment, on a des convictions, et j'ai des convictions, et je ne cache pas mes convictions. Mais ce que nous portons là aujourd'hui, ce n'est pas l'opinion seulement de Christian Favier, pour que les choses soient très claires. Hein, c'est véritablement une volonté portée collectivement par la majorité départementale d'abord, et je dirais même, d'une certaine manière, un peu au-delà aujourd'hui. Parce que cette utilité du département, on a réussi à la construire et faire en sorte que bien, beaucoup de gens, même avec qui on a parfois des opinions très différentes sur différentes questions, considèrent que ce département, oui, il rend des services utiles à la population et qu'on n'est pas assuré que ces services continueront d'être rendus demain si tout cela est transféré à une métropole. Et donc, oui, il y a besoin de garder et de conserver et de donner les moyens, par contre, à cette collectivité de pouvoir assumer ses responsabilités. Peut-être une réponse de notre directrice générale des services sur la question que suggérait notre collègue sur une pré-retraite éventuelle pour libérer des postes. Moi, je trouve que ce serait une très bonne idée. Et même ça existait auparavant, la cessation progressive d'activité. Certainement, on a entendu parler. Malheureusement, elle a été supprimée au niveau national dans le cadre d'une des réformes des retraites. Et aujourd'hui, il n'existe plus de dispositif en ce sens.
Mais ce n'est pas de notre fait, c'est le fait des dispositions législatives en vigueur. Et je suis bien d'accord avec vous, c'est bien dommage, parce que ça avait beaucoup d'avantages pour bien sûr pour les collègues qui souhaitaient cesser progressivement leur activité, d'une part, et aussi pour ces collègues qui, du coup, pouvaient aussi se consacrer davantage à préparer leurs jeunes collègues qui arrivaient à prendre le relais ou à voilà. Donc je le regrette, mais ça ne dépend pas d'une initiative du département. Ce ne serait pas légal d'instaurer un mode de travail de cessation progressive d'activité aujourd'hui, et je le regrette. Voilà. Sur les stagiaires contractuels, bah oui, malheureusement, je suis bien d'accord avec vous, mais dans le cadre d'une évolution, d'une réforme telle que nous l'avions, telle que nous la craignons aujourd'hui, je le redis, le statut ne protège que les titulaires, et c'est comme ça, et je le regrette d'autant plus que nous, on n'a pas une politique de développement de l'emploi contractuel. On a une stabilité globale des contractuels, la proportion de contractuels dans les effectifs. Et parmi eux, il y a principalement deux catégories. Il y a des personnes, notamment des jeunes, qui sont en CDD dans l'attente de préparer et réussir un concours. Et franchement, s'il y en a dans la salle, je les invite et je les incite à vraiment préparer et réussir ces concours pour devenir titulaires. Et puis, il y a des emplois spécifiques pour lesquels nous n'arrivons pas à trouver dans la fonction publique territoriale suffisamment de candidats. Je pense par exemple aux médecins, je pense à certains métiers très spécialisés dans l'informatique ou autres qui font l'essentiel de nos recrutements en CDD. Et franchement, il y a une aberration à se dire que demain, ces collègues-là seraient aujourd'hui encore plus menacés que les autres. Voilà. Alors, ce qui a été dit sur la hiérarchie, le management, bien sûr que je l'entends et bien sûr que nous l'entendons. Et moi, personnellement, ça me gêne beaucoup parce que mes conceptions ne sont pas ce que j'ai pu entendre. En même temps, je me dis que l'appréciation positive, très positive, portée par les Val-de-Marnais sur le service public départemental, croyez-vous que cette efficacité serait possible s'il n'y avait pas quelque part de l'intelligence collective dans cette collectivité? Et d'autre part, j'ai quand même encore en mémoire le sondage qui a été fait auprès des agents en début d'année, l'année dernière, non, cette année, excusez-moi, je ne sais plus comment on vit, qui quand même démontre à la fois une grande satisfaction de travailler dans cette collectivité globalement, mais aussi qui envoie quelques alertes sur les accompagnements nécessaires. Nous avons lu et analysé ce sondage, et croyez-moi que dans les responsabilités que nous exerçons, en particulier au niveau de la direction générale et avec les directeurs, c'est vraiment pour nous un objectif, une démarche que de conjuguer à la fois l'existence d'une hiérarchie, et moi je pense que dans une organisation il faut une hiérarchie avec les responsabilités que chacun doit assumer et que chacun doit porter et les cohérences qu'il nous revient d'organiser. Néanmoins, je pense que cette hiérarchie et les fonctions que nous occupons, a fortiori quand elles sont particulièrement élevées, ne peuvent se concevoir sans l'écoute et l'entente de ce qui se dit et se propose. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, mais il faut que les conditions soient partout créées pour que ce dialogue existe. Pour cela, il nous faut, bien sûr, répéter, prendre des initiatives. Je pense aussi que nous avons un certain nombre de collègues, cadres, qui ont besoin d'être accompagnés dans des fonctions difficiles, qui doivent en permanence articuler des contraintes et aussi la recherche de l'efficacité du service et l'écoute des agents, les modes de management participatifs. Et croyez que, vous voyez, on a une charte du management au département, d'ailleurs je crois qu'elle est sur intranet, elle est accessible à tout le monde et vous verrez que c'est vraiment les conceptions qui sont portées dans cette collectivité. Après,
bien sûr, nous avons, et nous l'entendons, à progresser sur le fait que chacun, ou en tout cas le plus grand nombre d'entre vous, ressentent cette conception que nous avons très fortement et sans aucune hésitation d'aménagement dit participatif. Vous voudrez bien que nous arrivions au terme de cet échange. L'échange devait se dérouler jusqu'à midi. Je regarde ma montre, presque midi 20. Toutes les questions que vous n'auriez pas pu poser, de toute façon, sont enregistrées et vous aurez réponse, c'est une certitude, au-delà de cet échange. Monsieur le Président, encore une dernière question avant de nous quitter. Vous avez parlé d'un calendrier très précis, avec une mobilisation forte possible le 14 décembre. Comment allons-nous, dans les prochains jours, être informés des évolutions possibles, qui pourraient d'ailleurs peut-être être rapides ? Oui, alors, d'abord dire qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été engagées, puisque dans la collectivité, des réunions de service ont commencé à se tenir avec les élus pour informer sur la situation actuelle. Il y a donc déjà un certain nombre d'agents départementaux qui ont pu avoir l'occasion de rencontrer aussi leurs élus. Moi, je souhaite que dans la période à venir, nous puissions généraliser évidemment ces rencontres, aller le plus loin possible, parce qu'il faut encore évidemment permettre à tous d'avoir accès donc aux informations que nous avons pu donner ce matin. Par ailleurs, il y a une campagne publique qui est menée, donc ça en direction de la population, vous la connaissez, et donc on va régulièrement évidemment tenir informés aussi les habitants du département, mais aussi les agents sur l'évolution aussi de ces initiatives. Enfin, je voudrais évidemment d'abord vous remercier pour la qualité aussi, je dirais, des échanges et des réflexions qui ont été portées, des propositions qui ont été faites, et vous dire évidemment que si nous voulons permettre le maintien de ces services publics, donc auxquels les Val-de-Marnais sont tant attachés, ça passe, on le sent bien aussi, par une forte mobilisation des Val-de-Marnais d'abord, mais aussi des agents départementaux. Et donc, le fait de voir, je pense pour vous, combien les habitants du département vous sont reconnaissants aussi de l'action que vous menez au quotidien, je crois que c'est important de le savoir. Parce que c'est aussi une forme de reconnaissance aussi de ce travail qui est accompli au quotidien et parfois pas forcément dans la lumière. On sait que c'est un travail qui est mené un peu partout sur le département, parfois dans des conditions difficiles, mais on en connaît aussi les résultats. Il a été fait allusion, par exemple, je crois que c'est dans le film, sur les inondations qui avaient eu lieu donc l'été il y a un an, combien le service public départemental a été réactif en la matière. Et combien on a besoin justement de garder un service public. Là, les habitants ont vu et ont pu le mesurer au quotidien. Et donc ça, je crois que c'est un point d'appui formidable. Alors là, nous avons devant nous donc une période qui est assez courte, mais qui va nécessiter évidemment un engagement très fort. Si nous voulons réussir un rassemblement important le 14 décembre, bien évidemment, ça se prépare, donc ça demande beaucoup d'organisation pour pouvoir le faire, beaucoup de conviction auprès de nos amis, de nos familles, de nos voisins, auprès de nos collègues de travail. Donc tout cela, évidemment, il faut ce travail, il ne pourra pas être mené uniquement que par le président du conseil départemental, c'est clair, ni même seulement que par quelques responsables d'organisations syndicales. Ça doit être un travail très collectif et qui va reposer aussi beaucoup sur vous. Donc je compte évidemment sur vous sur cette question-là. J'ai entendu la proposition et je propose qu'effectivement nous l'organisions d'un référendum auprès du personnel départemental. Je trouve que là aussi, ça va être aussi un moyen de discuter, ça va être un moyen d'échanger avec chacun et puis aussi un moyen d'expression. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui peut aussi peser donc fortement donc sur cette capacité que nous allons avoir donc à nous mobiliser. Voilà, donc je ne veux pas être plus long, simplement vous dire que vraiment la réunion d'aujourd'hui a un caractère évidemment exceptionnel. Depuis que je suis président du conseil départemental, c'est la deuxième fois seulement que nous prenons une telle initiative. Si nous l'avons fait, c'est parce que nous pensons évidemment que les circonstances le nécessitent. Et donc, mais en même temps, c'est pas effectivement pour éteindre la lumière, c'est bien
pour faire en sorte que nous créions les conditions de la mobilisation suffisante pour faire en sorte que les politiques donc, publiques que nous menons ici dans ce département puissent être poursuivies. Et donc pour ça, évidemment, nous aurons besoin de vous toutes et de vous tous. Donc encore merci pour votre participation ce matin. Quelques remerciements encore. D'abord à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil, la MAC, de nous avoir accueillis. Merci à sa régie pour nous avoir guidés. Merci à la direction de la communication, la direction de la logistique et au service des relations publiques. Merci à vous tous d'être venus si nombreux. Quelques dates clés. Le 28 novembre prochain à 19h30, rendez-vous sur la commune de Brie-sur-Marne. Le 4 décembre prochain à 20h, ce sera une réunion à la demande de Madame la maire de Chevilly-la-Rue pour une réunion publique. Et puis n'oubliez pas, le 16 décembre prochain, la fête des solidarités. Nous aurons là aussi l'occasion, si vous le voulez, de mobiliser, de sensibiliser à la fois la population val-de-marnaise, qu'il est déjà, nous avons vu le sondage de l'IFOP. Merci aussi à Frédéric Dabi d'avoir été avec nous. Bon appétit, belle journée, à très vite pour continuer cette mobilisation.